Alors, bonsoir à toutes et à tous, mais non, il y a souvent très peu d'hommes, donc à toutes pour l'instant. Bonsoir Emmanuel Colas, je suis ravi de vous recevoir puisque la dernière fois, vous aviez eu l'humilité de laisser place à Jaili Amadou Amal. Euh, on en avait parlé très, très brièvement des éditions Emmanuel Colas. Donc aujourd'hui, cette rencontre vous est réservée et j'en suis ravi. Pour commencer, Emmanuel, on pourrait parler de votre histoire, de l'histoire de la maison. Vous avez eu d'innombrables vies, on pourrait dire ça ainsi, avec cette maison d'édition Galade qui existait déjà depuis une dizaine, quinzaine d'années, qui s'est arrêtée en 2017. Et donc, vous avez repris Emmanuel Colas, vous avez créé cette maison d'édition en 2018, qui est donc une très jeune maison d'édition, ce qu'on oublie, ce qu'on oublie souvent. Vous avez l'habitude d'être dans le paysage éditorial de manière très marquée avec une édition singulière. Racontez-nous cette histoire-là, racontez-nous justement la création de cette maison et pourquoi avoir décidé de créer cette nouvelle entité. Bonjour à tous d'abord et merci de m'accorder ce temps. Comment crée-t-on une maison d'édition? C'est déjà la question, à vrai dire. En fait, moi, je ne suis pas éditeur. Je suis devenue éditeur en publiant des livres. Et d'un livre à l'autre, je suis devenue, je pense, de mieux en mieux un éditeur. Je suis historienne de l'Antiquité. Je suis littéraire, mais bien inscrit dans des réflexions qui sont souvent sur le monde, un monde qui était celui de l'Antiquité, mais dont tous les concepts peuvent aider à penser le monde contemporain. Et à un moment, j'ai eu envie d'abord, j'aimais beaucoup mon rôle et mon métier d'historienne, d'enseignant-chercheur. Et puis, j'ai eu envie de créer un outil. Donc, les éditions Galade, c'était un outil comme les éditions Emmanuel Colas sont un outil pour penser le monde, pour dire le monde par la littérature. Et là, l'historienne a choisi de travailler en littérature et non pas faire une maison d'édition qui publierait plus des essais, parce que je me suis mise au bord du monde en regardant les choses peut-être un peu différemment et de biais et en voulant offrir quelque chose au lecteur pour qu'il puisse appréhender ce que moi j'appréhendais autrement. Voilà, et c'est comme ça que j'ai créé une maison d'édition. Alors, en effet, en 2005, je crée les éditions Galahad. Ce sont 13 ans d'une aventure où nous avons à la fois été les découvreurs de Irving Yalom avec quelque chose, la transversalité entre la littérature, la philosophie, et la psychothérapie, mais aussi un regard sur le monde, puisque nous avions fait un livre sur Spinoza. J'ai exploré certaines thématiques liées aux migrants, déjà à la Turquie, au Proche-Orient, avec Hakan Günday, qui a eu le prix Médicis étranger. Nous avons été l'éditeur, j'étais le dernier éditeur d'Édouard Glissant. Pendant 5 ans. Donc voilà, j'avais vraiment, au fur et à mesure des années, je me suis ancrée de plus en plus entre le littéraire et le politique. Je perds ma maison en 2017 pour des raisons économiques, mais liées essentiellement au fait que j'ai perdu ma banque, tout simplement, et que sans banque, même quand on est un particulier, on se retrouve un peu fort ennuyé. Et j'ai eu la chance de rebondir, de recréer une maison et de recommencer. Et donc, je m'étais donné 3 ans, à vrai dire, pour la relancer vraiment. Et cette maison s'inscrit exactement dans la même ligne éditoriale entre le littéraire et le politique, avec une vision sur le monde. Et ce sont les éditions Emmanuel Colas. Donc, c'est une même histoire, mais avec 2 outils différents.
Alors justement, sur le fameux mot politique, j'imagine qu'en tant qu'historienne, vous avez ce mot qui est souvent galvaudé. Euh, J'imagine que vous n'avez pas la même définition du politique. Vous disiez donc que vous étiez entre le politique et le littéraire, mais cette définition-là, j'imagine, je présume que c'est une définition qui parle bien plus de la citoyenneté que de la politique en elle-même, Oui, que du c'est monde la politique. définition d'Aristote du citoyen. C'est être citoyen, c'est appartenir, c'est participer au pouvoir de délibérer, de juger et de commander pour tout citoyen, qu'il soit gouverneur, gouvernant ou gouverné. Donc c'est la façon, la possibilité pour chacun de nous d'agir en tant que citoyen, donc d'apporter une réflexion, de participer à un débat, d'agir, que l'on soit gouvernant ou gouverné. Donc, c'est cette idée du politique. C'est ce qui appartient à la cité, c'est ce qui permet que l'outil que j'ai créé, cette maison d'édition, finalement participe quelque part avec à sa manière, et c'est vraiment une toute petite pierre à une façon de penser le monde et de le regarder vivre et d'aborder, et c'est ce qui me permet d'aborder pas mal de thématiques qui sont extrêmement contemporaines, nouvelles et quelquefois un peu en avance par rapport à ces thématiques, souvent parce que je les prends de biais, je dirais. J'ai un regard, je me place différemment, mais par rapport au monde pour essayer de trouver bien des moyens de le révéler autrement et par la littérature. Est-ce que vous avez été, parce que vos thèmes, clairement, que ce soit la filiation, la citoyenneté, l'exil, voire les crises, ou tout simplement la mémoire, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans l'Antiquité, ou en tout cas au sein même de la définition propre des mots. Est-ce que vous avez été formée en tant qu'éditrice à travers ce prisme justement historique? Est-ce que véritablement c'est ça qui a permis d'avoir une ligne éditoriale qui vous ressemble totalement? Il n'y a pas de différence dans mon travail d'éditrice et dans le travail que je faisais en tant que chercheur. Ce sont en effet des thématiques, c'est ces thématiques sur lesquelles je réfléchissais, moi, en tant que chercheur, mais en tant qu'historienne, ou même, et en tant que citoyenne, en tant que personne, individu, que je reprends, mais dans l'édition, et je l'ai fait au départ totalement sans m'en rendre compte, en fait. Au fur et à mesure, elles se sont imposées. J'ai créé cet outil et puis j'ai cherché des auteurs. Et en fait, on se rend compte que on a des obsessions, on a des convictions. Au début, j'essayais d'échapper à tout ça. Et, et en fait, au bout de quelques années d'édition, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait un hasard si je rencontrais Édouard Glissant, Jean-Pierre Vernant, Hakan Günday, ou aujourd'hui Jaëli Amadou Amal, Selahattin Demirtas ou Anouar Ben Malek, dont je vais publier un roman à la rentrée. Vous voyez, c'était malgré moi. Et c'est tellement vrai que quand j'ai perdu cette maison d'édition Galahad, pour moi, c'était quelque chose de terrible. C'était un grand deuil, puisque je n'ai plus de catalogue, je n'ai plus qu'une histoire. Et donc, j'ai recréé quelque chose ex nihilo. Sauf que ce n'était pas tout à fait ex nihilo, puisqu'il y avait cette histoire. Et là, on m'a dit, écoute, c'est le moment d'inventer autre chose. Simplement, inventer autre chose, c'est bien. Mais quand vous regardez le nombre de maisons d'édition, le nombre de livres qui sont sur le marché, vous dites, il y a déjà beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de réinventer une maison d'édition. Si je le fais, c'est parce que quelque part, personne n'a pris ma place. Pendant les mois où il n'y avait plus de la maison Galahad, donc de janvier 2000,
c'était avril 2017 jusqu'à mars 2018, pendant tout ce temps où aucun livre n'est sorti sous nos couleurs. Eh bien, pendant ce temps-là, certes, certains livres que j'avais édités ou publiés sont sortis chez d'autres, mais ils n'ont pas trouvé leur place comme ils auraient trouvé leur place chez moi. Et donc, au début, je me suis réellement posé la question. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, ce que je sais faire, et ce que je sais faire, c'est choisir des textes qui me semblent nécessaires et en publier peu pour mieux les publier, des histoires, une écriture, une sensibilité, de l'audace, un imaginaire et que je sais défendre. Et il m'arrive de recevoir des manuscrits ou de lire des livres que j'aurais envie de publier, mais je ne sais pas le faire. Je ne suis pas la bonne personne. Et si je sais le faire, ce n'est pas moi qu'on attend pour le faire. Et donc, il faut savoir, je crois que quand on est éditeur, enfin, comme moi je le suis, il faut savoir, il faut connaître ses limites. On sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on ne sait pas faire. Donc, en fait, je n'ai pas échappé à ce que j'étais, et ce que j'étais a quelque chose à voir avec ma propre formation, mon itinéraire. Jean-Pierre Vernant disait qu'une vie était comme un itinéraire. Et un itinéraire, finalement, c'est un chemin qu'on prend, même quand il a l'air d'être au hasard, il n'est pas au hasard. Et les gens que vous rencontrez, finalement, c'est pas souvent, ça peut être par hasard, mais quand ils restent dans votre vie, ce n'est plus du hasard. Justement, ces limites dont vous parlez, alors j'espère ne pas être trop indiscret, mais quelles sont ces limites justement par rapport à l'édition que vous prenez? Où fixez-vous ces limites-là? À quel moment vous vous dites, ce manuscrit, je ne pourrai pas l'éditer, je ne serai pas en capacité de l'éditer? Alors, Est-ce que c'est sur un thème particulier? Est-ce que c'est plus sur la qualité, le style de l'écriture? C'est sur le fait de le défendre totalement? oui, c'est une articulation de plein de choses. À la fois, vous pouvez aimer une histoire, vous pouvez aimer un propos, une écriture, quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer, de se lancer dans cette aventure. Alors, il y a plusieurs limites, c'est-à-dire que ça peut être un texte qui a déjà, enfin, comment dire, un propos qui a déjà existé, à la fois chez les autres ou chez vous. Vous voyez, du coup, vous ne pouvez pas dire toujours la même chose. Il faut le dire autrement. Après, c'est aussi un type de texte qu'on n'attendra pas dans la maison. Quelquefois, ce n'est pas moi qui mets les limites, mais les limites viennent du marché, du marché et donc des libraires, par exemple. Si on ne me connaît pas pour une chose, il est extrêmement difficile de faire la place à ce texte dans le marché. Et il arrive quelquefois de faire des exceptions, mais tout s'inscrit, enfin pour moi, dans quelque chose où c'est comme si je construisais une sorte de chambre d'écho où tout se parle et on avance pas à pas en travaillant avec un réseau qui est aussi un réseau de libraires qui me connaissent, qui attendent le prochain texte, avec qui on va construire quelque chose. Donc les limites, elles ne dépendent pas uniquement de moi. C'est une sorte d'alchimie particulière et des fois et par ailleurs des fois c'est très inexplicable. C'est une intuition. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi tout d'un coup je me dis ce texte-là, il est pour moi.
celui-là, avec celui-là, je crois qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut le défendre, qu'on sera les meilleurs pour le défendre et qu'on peut l'amener à être lu par le plus grand nombre. Il y a un moment, c'est totalement irrationnel, réellement. Et là, c'est aussi des limites. Vous voyez, pourquoi et pourquoi pas, j'en sais rien à un moment. Je ne sais pas, mais je suis sûre de moi. Et je sais quand un texte peut gagner. Je le sens. Après, ça peut marcher ou pas marcher, mais je le sens. Et c'est... Alors, j'ai été formée, vous voyez, je suis historienne, donc il y a un côté, ce sont des faits, ce sont des sources. Mais quand je fais de l'édition, il y a un moment, ce n'est plus ça. On retrouve les thématiques, mais là, on est du domaine de la pure intuition. Et comme je vous ai dit quand on a échangé l'autre jour au téléphone, je vous ai dit, bon voilà, en ce moment, j'ai une nouvelle obsession. Je suis convaincue de quelque chose, j'ai trouvé une pépite et je vais aller jusqu'au bout avec. Voilà. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel. Voilà. Donc, ce sont des limites. Alors, on ne peut pas toutes les... Voilà, il y en a plein. Tout le monde a ses limites. On en parlera tout à l'heure de cette fameuse obsession, fameuse pépite. Isabelle? Bonjour à tous et bonsoir Emmanuel, merci d'être avec nous. Alors pour notre plus grand bonheur, vous êtes un peu sorti de l'Antiquité, du coup il n'y a pas que ça dans votre maison d'édition et merci parce que on a effectivement fait une rencontre absolument exceptionnelle avec les... Avec Jaili Amadou. Et donc, juste avant son prix, donc c'était vraiment, vraiment chouette. Du coup, tant mieux aussi pour vous, parce que j'imagine que ça met un peu de beurre dans les épinards d'avoir ce genre de texte. Ma question, c'était, rien à voir en fait, du coup, vous êtes combien dans votre maison d'édition? Est-ce que vous êtes seul à lire les manuscrits? Combien vous autorisez à publier de romans par an? Et est-ce que par rapport à ce que vous nous disiez sur des coups de cœur qui seraient des vrais coups de cœur pour vous, et vous dites celui-là, c'est une super pépite et on va la faire lire au plus grand nombre, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Et je vous demande ça aussi parce que nous, en tant que blogueurs, des fois, on fait ressortir des coups de cœur des éditeurs qui nous disent moi, vraiment, j'ai un regret avec celui-ci, j'aurais aimé que celui-ci sorte. Il n'est pas sorti et nous, on les ressort des cartons. Et c'est vrai que souvent, les éditeurs qui nous les proposent ne se sont pas trompés. Voilà. Alors, merci pour tout ce que vous avez dit. Rapidement, par rapport à la maison d'édition, eh bien, écoutez, la maison d'édition, elle est assez simple. Là, je suis chez moi, je suis seule. La personne la plus proche qui travaille avec moi est ma fille, qui est encore étudiante. Nous lisons les manuscrits, toutes les deux. Moi plus qu'elle, c'est-à-dire que je cherche comme ça, mais elle aussi, on cherche, c'est un jeu comme ça. Nous avons quelques personnes autour de nous qui sont des amis, des gens proches avec qui on lit quand on veut tel texte ou tel autre, quand on veut un avis ou un autre, mais c'est tout. Je travaille après avec une attachée de presse qui est en freelance, Estelle Roche, et une responsable libraire qui est Virginie Mijotte, qui travaille beaucoup avec moi, avec les libraires. Notre partenaire principal qui nous aide à être ce que nous sommes, c'est la diffusion média diffusion. Donc, on a une relation extrêmement proche avec notre diffusion, tous ceux qui en font partie, qui nous soutiennent et qui me suivent dans mes choix. Le nombre de livres que nous faisons par an, il n'est pas figé. Raisonnablement, une maison d'édition qui veut prendre le temps des choses et qui veut servir vraiment chaque texte et je le sais par expérience puisque moi j'ai publié je dirais entre 4 et 12 livres par an depuis aujourd'hui 16 ans. Donc, cela dépend des années.
Ça dépend aussi du contrat dans lequel on est, des partenariats dans lesquels on est, du marché, de la vie en fait, puisque mais en principe, moi j'aime là où je me sens très à l'aise, c'est quand je fais, je dirais, 8 livres par an. C'est quelque chose qui apparaît raisonnable dans le sens où on a le temps de faire les choses, on a le temps, il y a des livres qui sortent plus que d'autres, mais on donne la possibilité à un certain nombre de livres d'exister. Ça, c'est vrai quand tout va dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que quand les libraires sont ouverts toute l'année, c'est quand on n'est pas dans une crise telle que celle qu'on a traversée depuis 18 mois et avec un marché extrêmement perturbé. Et c'est vrai aussi quand tout ne... Et là, c'est un vrai problème, c'est quand tout d'un coup, la saisonnalité n'est plus presque la rentrée et le reste. C'est un vrai problème en France quand même. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a la rentrée et le reste. Et du coup, la rentrée prend énormément de temps. On commence presque maintenant, on nous demande de parler de notre rentrée dès mars, et regardez l'année dernière, on y était encore en décembre. Dans ce contexte-là, quand on est nombreux, quand on est une maison d'édition plus grande que la mienne, et quand on est a fortiori un groupe, c'est pas grave. On va multiplier les livres, on va avoir plusieurs chevaux au départ des courses, et puis il y a la casse où il n'y en a pas. Vous voyez, ça devient une autre économie, une autre façon de faire. Ce n'est pas là où je suis pour l'instant, loin de là, et c'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai repris mes activités d'éditeur, donc après la fin de Galahad, j'ai d'abord publié en 2000, donc j'ai commencé déjà au mois de mars et pas en janvier, parce que je trouvais qu'un bon nouveau début, c'était de le faire au printemps. Et là, pour le coup, l'Antiquité m'a parlé. Mais j'ai fait, je crois, 5 livres en 2018. J'ai publié 7 livres en 2019. En 2020, en janvier, c'était normalement 7 livres. Et en janvier, là aussi une intuition, et ce n'était pas la plus mauvaise que j'avais, malheureusement elle était vraie, je me suis dit qu'on allait dans le mur. Donc moi, je n'ai publié que 5 livres en 2020, et cette année, pour être à la hauteur du prix que nous avons reçu, parce que je pense que c'est une très grande aventure, c'est une très belle aventure, c'est quelque chose de merveilleux. C'est aussi un honneur, un privilège, et il faut aller jusqu'au bout de cette aventure, ensemble, Amal et moi, et pour cela, il fallait du temps. Comme on n'est pas une armée de Mexicains, eh bien, je ne publie que 4 livres cette année. Voilà. Et alors après, pour les manuscrits, je reçois beaucoup de manuscrits, et vous imaginez que j'en reçois encore plus. En plus, ce n'est plus des manuscrits, c'est beaucoup des PDF. Donc, je suis un peu, comment dire, totalement débordée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir environ 4500 à 5000 mails dans votre boîte aux lettres au rythme de 300 mails par jour. Vous avez beau essayer, à un moment, c'est compliqué. Là-dedans, il y a beaucoup de manuscrits. Donc, ce que je fais, c'est que dans un moment, là, il y a eu un moment extrêmement difficile où je ne voyais plus rien. Les manuscrits, ils m'arrivent parce qu'on me connaît, parce qu'aujourd'hui, on a lu Les Impatientes, parce qu'on a lu un livre du catalogue, parce que ce sont des gens qui m'ont rencontré, on me parle. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses. C'est toujours assez étonnant comment les gens nous trouvent. Et alors là, je regarde tout ce qui arrive. Et il y a des choses, c'est pas pour moi, je le sais
tout de suite. En fait, souvent, je dis aux gens, mais regardez quand même ce que je publie. Parce que sinon, vous recevez... voilà, bon, c'est pas toujours facile de savoir. Je crois que vous savez plus facilement. Vous passez votre temps à lire. Mais tous ceux qui écrivent ne passent pas leur temps à lire. Pas tous. Et donc, souvent, ils ne savent pas forcément, en fait, où ils tombent. Donc, et quelquefois, alors ça, c'est un autre problème, c'est que quand vous publiez un succès, et ça m'est arrivé 1000 fois, c'est-à-dire quand je publiais Vigny à l'homme, je vous assure, j'avais que des manuscrits de psychothérapie. Quand vous publiez sur la Shoah, vous avez toute la Shoah. Quand vous publiez les Kurdes, vous avez tous les Kurdes. Là, en ce moment, j'ai toute l'Afrique. Vous voyez. Alors, au milieu de tout ça, il faut arriver à trouver son chemin pour construire quelque chose. Et là, après, ce sont des rencontres. C'est aussi du temps. Le moment où je choisis, je me dis, tiens, j'ai lu, ça c'est bien. Et j'ai envie de rencontrer la personne. Alors, le Covid a aidé. Maintenant, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui. On peut se parler, se voir, échanger. Moi, je travaille des fois avec Le Bout du Monde, puisque je suis un éditeur de littérature étrangère pendant très longtemps. Aujourd'hui, je travaille plus sur la littérature française, mais ce sont des voix françaises et du monde. Donc, je travaille partout. Et c'est important, ça prend du temps, en fait. Vous voyez, dans une maison comme la mienne, tout prend du temps. Quand je fais mon programme, je le fais. D'ailleurs, c'est un programme avec plein de trous. Parce qu'on n'est jamais, et ça c'est génial, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'une rencontre, de quelque chose que vous avez envie de publier maintenant. Et pas dans je ne sais pas combien d'années. Alors moi, en plus, j'ai perdu une maison. Et j'avais un programme de 2 ans. J'ai tout perdu. Ils ont été pendant 2 ans, j'ai vu des livres que j'avais pu éditer sortir chez les autres. Alors maintenant, je n'ai pas tellement d'avance. Donc je suis souvent celle, vous savez, je lis, je cherche, je ne fais que ça. D'un coup, je trouve, je rencontre des gens et ça va très très vite. Mais il y a un temps très très long avant. Donc je ne suis pas du tout un modèle d'éditeur. Je fais à ma façon parce que j'ai une histoire particulière. Alors ça marche différemment. Je pense que tous les éditeurs, les petits éditeurs ou ceux qui ont une marque de fabrique font un peu comme ça. On est tous un peu dingues quand même, quelque part. Parce que pour tenir longtemps dans ce marché qui est quand même de plus en plus difficile, faut avoir, je vous dis, une sorte d'y croire, quoi, de croire à quelque chose. Un programme n'est pas pour moi un programme, vous savez, un budget. Ce sont des convictions avant tout. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi à votre question. Mais n'hésitez pas à me dire. Bon, et voilà. Alors, il y avait une dernière question, c'était est-ce que vous avez une pépite que vous nous recommanderiez oui. qui n'a pas forcément fonctionné à la hauteur de ce que vous en attendiez, vous pensiez qu'elle allait marcher? Mais écoutez, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé publier. Alors, je les ai là. Et puis, ça m'a fait mal au cœur parce que je ne vais pas revenir en arrière trop. Je suis une historienne sans passé. Je regarde aujourd'hui et demain. Il y a un texte que j'aime beaucoup, que j'ai publié en janvier, mais le pauvre, on était encore dans les impatientes. Alors, je ne l'ai pas publié au début janvier parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et puis en ce moment, la rentrée de janvier, c'est assez compliqué. Depuis quelques années, il y a une sorte... il y a souvent un titre qui prend la main et puis on ne voit plus rien. Les libraires n'ont pas le temps de lire parce qu'on est encore dans l'année précédente. Il y a Noël. Enfin, c'est un peu compliqué ce mois de janvier. Donc, je l'ai publié fin janvier. C'est une auteure, Marie Bardet, que je suis, puisque c'est elle que j'ai publié quand j'ai... C'est le premier livre de la maison d'édition Emmanuel Colas, et celui-ci, c'est janvier. Elle s'appelle Marie Bardet.
Alors, pardon, Emmanuel, mais on ne voit pas les couvertures. Voilà, Euh, super. voilà, Parfait. je sais pas. C'est bon, parfait. J'ai pas trop l'habitude de cette affaire. Hein. C'est avec vous que je fais les choses pour le plaisir. Mais voilà. On Alors, les a vus. Marie Bardet, je l'ai rencontrée quand j'étais encore Galahad, sous les couleurs de Galahad, et elle avait très envie, on a beaucoup réfléchi sur... elle m'avait donné un texte que je n'ai pas publié, mais elle en a écrit un autre, et voilà, j'ai publié à la droite du père, qui est un texte dont elle a parlé il n'y a pas longtemps. Vous regarderez sur Instagram, on a mis sa conférence. Il se trouve qu'elle a parlé de ce texte. Vous voyez, les textes ont, vous avez raison, quelquefois une vie rattrapée. Ça ne marche pas au début, mais ça marche plus tard. À la droite du père, n'a pas toujours trouvé ses lecteurs. C'est un texte qui pose la question de la mémoire, de la filiation, et il pose la question comment est-on responsable des choix de ses parents? Et puisque c'est un texte qui porte sur, en fait, le père de Marie Bardet, qui avait l'air d'être son grand-père et qui était architecte et qui a été lié quand il était jeune, quand il avait une trentaine d'années, donc bien avant qu'il soit son père, au régime de Vichy. Et donc, c'est un vrai questionnement sur la collaboration et comment on fait dans une vie avec un parent qui est lié à ça. Donc, c'est intéressant en France de se poser ce genre de questions. On ne se la pose pas vraiment, alors que, vous voyez, en Allemagne, le travail de mémoire a été énormément fait. En France, on ne fait pas peu de travail comme ça. Et là, on a été rattrapé par le Collège de France. Elle a fait une conférence il y a quelques semaines au Collège de France autour de l'architecture, puisqu'il était architecte, et ça l'a fait renaître un peu. Et ça nous arrange puisqu'en janvier, donc j'ai publié Baby Lift, qui est un autre texte, alors qui n'a rien à voir, mais sauf qu'il a à voir par les thématiques. C'est la question de la filiation, de la mémoire, et c'est l'histoire. C'est une histoire. Baby Lift, c'est une opération qui a été décidée par les États-Unis à la veille de la chute de Saïgon en 1975, en avril 1975, pour récupérer les orphelins de guerre. Et donc, on a affrété des avions militaires pour récupérer un certain nombre d'orphelins qui étaient souvent des orphelins, en fait, de relations mixtes. Et donc, on les a ramenés vers les États-Unis et ça a été terrible parce qu'en fait, sans doute, cela pose la question de l'adoption, non seulement de l'adoption en temps de guerre, et qui fait passer, qui passe par des façons de faire qui ne sont pas toujours les meilleures, et notamment pour ces orphelins de guerre, certains sans doute n'étaient pas des orphelins du tout. Et donc, ils ont été rapatriés. Et elle imagine, à partir de cette opération, alors certains sont allés aux États-Unis, d'autres en Australie et d'autres en France. Il y a des baby-lifters en France qui aujourd'hui ont une quarantaine d'années. Et elle a raconté une histoire, c'est une fiction, mais très inspirée par des histoires qu'elle connaît et des gens qu'elle a connus. C'est l'histoire de deux ados qui vivent dans le sud de la France et qui sont donc des baby-lifters qui ont été adoptés et qui sont très perturbés par leur absence de mémoire. Alors, c'est d'autant plus vrai que, imaginez dans les années 90, avoir 15 ans dans les années 90, au fin fond de la France, dans le sud de la France, quand on est noir et vietnamien, puisque c'était des mariages mixtes. Et à la fin de la guerre du Vietnam, c'était souvent les Marines qui partaient, ils étaient tous blacks. Donc, dans un village comme ça, se retrouver et pas de mémoire, puisque tous les gens qui ont adopté ont eu le droit d'adopter, mais à la condition de ne jamais connaître l'histoire de ces enfants.
Donc, c'est cette histoire qui se naît. L'un s'appelle Sean et le garçon s'appelle Sean et il est poursuivi par la police on l'accuse d'avoir tué une de ses camarades et d'avoir mis enceinte sa sœur. Et va avoir lieu, alors je raconte pas l'histoire, mais va avoir lieu un procès, c'est le procès du baby lift, celui qui n'a jamais eu lieu en France, puisque les archives ont toutes été détruites au Quai d'Orsay. C'est un grand morceau d'anthologie, et puis, je raconte l'histoire, mais la sœur, la fille, et donc celle qui porte le bébé, va partir au Vietnam et essayer de retrouver leur histoire. C'est un très, très beau texte sur cette question-là. Et ce texte a pas trouvé, enfin, quand les les lecteurs ont ouvert le livre, ils sont entrés dedans. Mais vous voyez, il est un peu passé voilà. Ça, c'est un texte. Marie Bardet est un écrivain que j'adore, que je suis. J'ai publié 2 livres d'elle, que je suis, avec qui j'échange beaucoup, et qui a une œuvre à faire. Mais voilà. Merci beaucoup, ça fait envie. Sandra? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci Emmanuel pour cette rencontre. Ma question tourne autour un petit peu de l'engouement et de l'aventure dont vous parliez autour du Goncourt des lycéens. Je voulais savoir, en tant qu'éditrice, est-ce que après ça change un petit peu la donne concernant d'éventuels projets? Est-ce que finalement vous envisagez une évolution de votre maison d'édition suite à ça, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour avoir du recul? Mais est-ce que ça vous fait réfléchir peut-être à faire évoluer la maison d'édition, ou est-ce que vous envisagez de faire toujours de la même manière les choses telles que vous les faites actuellement? Je rajouterais, pardon Emmanuel, je rajouterais que vous avez déjà connu cette situation-là avec le Médicis en 2015. Ça s'est mal passé ensuite. Alors, j'imagine que vous avez eu une expérience supplémentaire par rapport à ça. Comment vous gérez ces succès-là? Pour le coup, on a vu l'impact direct puisque vous ne publiez que très peu en 2021. Et donc là, c'est un choix fort qui peut être, je ne pense pas dangereux, mais en tout cas pour certains éditeurs qui la plupart du temps surfent sur la vague et publient après un prix de manière plutôt nombreuse. Là, pour le coup, vous faites le choix inverse. Donc ça, c'est très intéressant de savoir quel est votre engagement par rapport à ce genre d'événement. Vous l'avez dit, l'expérience aide beaucoup à voir les choses. J'ai beaucoup de distance par rapport à tout cela. Déjà, je trouve, vous savez, quand j'ai imaginé, quand j'ai lu ce texte, pour moi, c'était un texte que je pouvais défendre. Ça correspondait c'était en chambre d'écho avec beaucoup de choses que je faisais. Et il y a eu cette rencontre avec Amal, puisque c'est aussi ça, une publication, c'est aussi une rencontre avec un auteur. Et entre un auteur et un éditeur, surtout quand on est si peu nombreux. On vit quand même beaucoup ensemble. On se parle beaucoup. Et donc, c'est important. Et quand j'ai senti, enfin, quand j'ai présenté ce texte, je me souviens, la diffusion et autour de moi, à la fois, le texte était fort, mais que j'imagine de placer quelqu'un du Sahel pour parler des violences faites aux femmes et qui était sur des thématiques qui sont universelles, mais quand même d'un monde qui est très particulier et qui est très éloigné du nôtre, c'était pas gagné du tout. Donc, moi, je reste toujours au bon endroit. À la fois, j'y croyais dur comme fer. Je savais qu'on pouvait y arriver. J'ai fait voilà, j'ai avancé comme j'avance pour tout livre, mais avec voilà, une sorte de conviction. D'ailleurs, pour le faire, comme le marché était très mauvais, vous vous souvenez j'avais publié un livre en mars, dont je pourrais vous parler, une pépite extraordinaire aussi, Fuir et revenir. On y reviendra. C'est un texte magnifique et l'auteur est en France et il est népalais. C'est quand même mon seul auteur qui est arrivé en plein confinement et à qui je
pour qui je négocie des permis de séjour à peu près régulièrement pour qu'ils puissent rester et pas retourner en Inde. Mais voilà, je venais de le publier, c'était en mars, et puis tout ferme. Il ne se passe plus rien. Eh bien moi, là, j'ai décidé, j'ai dit, je continue avec Prajval Parajudim, mon texte de mars, j'essaie de lui trouver sa place dans la rentrée, ce qu'on a fait, puisqu'il a été finaliste de 2 prix littéraires, et je m'accroche à ce que j'ai à faire. Et je me suis, vous voyez, accrochée à ça, sans essayer, je devais publier des livres en mars-avril, je ne les ai pas reportés comme mes collègues, je dirais, en mai, en juin, etc. Et je n'ai pas fait ça non plus cette année. J'ai estimé qu'on allait s'accrocher à ce qu'on avait, qu'on se battait et qu'on mettait rien, enfin, on ne mettait pas les auteurs en danger, parce que c'est les mettre en danger que de les publier alors qu'on est en confinement ou quand les libraires vont fermer. On tue les livres et évidemment, on abîme les auteurs. Donc, c'est déjà une première conviction qui me permet aussi de répondre. C'est-à-dire que cette année, publier beaucoup de livres, si on était très nombreux à les éditer, les publier, c'est peut-être possible. Mais moi, chaque texte passe par moi à un moment. C'est une personne, donc je ne vais pas multiplier les choses et je risquerais de le faire mal. Et en plus, comme le pays était complètement fermé, qu'on ne pouvait rien faire, tout ce qui s'est rapporté au Goncourt des lycéens, finalement, s'est reporté. Et il ne s'est pas reporté une fois. Il s'est reporté, donc on était en décembre, il s'est reporté, nous avons tout monté pour janvier. En janvier, elle est venue, mais on vivait encore dans un moment particulier où tout était difficile. Puis elle est venue en mars, idem, et là, elle est en juin. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé d'honorer ce prix. Donc, quand les libraires sont fermés, ben, ils vous proposent une rencontre, mais ils la déplacent, etc. Donc, on a essayé de mener tout ça. Ça prend énormément de temps si vous le faites bien, si vous faites à la fois attention à l'auteur, aux libraires, aux lecteurs, évidemment, à tout le monde. Tout prend un temps fou dans ce monde-là. Et c'est pour cela que moi, j'ai choisi de moins publier. Après, ce que ça change, eh bien, c'est déjà que c'est une sorte de... On est touché par ce qu'on dirait cette fois-ci la culture du succès. Il y a quelque chose qui est autour de vous qui fait que dans une année, on va le dire, de merde, nous, on a gagné. Évidemment qu'on était heureux. Et quand on est heureux, eh ben, on le fait passer. Et donc, nous, ben, finalement, on n'a pas passé une année de merde. Finalement, elle s'est bien finie. On a galéré, c'était dur, mais c'est un moment extraordinaire. Et ça rejaillit sur les textes suivants. Pas directement sur des textes de janvier, mais je le vois sur la rentrée qui vient. Quand je choisis un texte pour la rentrée ou 2 textes, on y fait attention. Ça, c'est la première chose. On est attentif. Qu'est-ce qu'elle va faire après ? Et je vais faire ce que je sais faire. Pas autre chose. Et après ça nous a donné, je dirais, moi je sors de 50 galères, mais de galères. Je ne parle jamais de mes galères, mais c'était vraiment 50 galères. J'ai tout perdu et je paye encore pour ça. Donc, je ne suis pas une femme riche, mais j'essaie de résoudre mes problèmes. Voilà. La maison d'édition, elle s'est retrouvée au bon endroit. Mais je sais que le meilleur arrive et le pire peut arriver dans une maison d'édition et qu'il est important d'être sage dans le sens où il faut pouvoir faire ce que l'on sait faire et ne pas partir, vous savez, se mettre à faire plein. Non, parce qu'il faut durer et il faut tenir. Vous avez remarqué comment le monde peut un jour directement se fermer, personne s'y attendait.
Vous vous rappelez qu'au mois de janvier, on nous disait que ça n'allait pas durer, on y était encore. Au mois de janvier, l'année dernière. Alors moi, je suis un peu... Pour le coup, j'ai appris. Comment vous faites pour résister justement aux manuscrits que vous lisez? Vous êtes si passionnée, si courageuse en même temps. Comment vous faites pour résister à l'appel justement de ces manuscrits-là? Est-ce que vous décalez parfois les sorties à N+1 ou au contraire, vous ne preniez que le meilleur du meilleur, tout simplement? Oui, c'est là où c'est important aussi de rencontrer les gens. Il y a aussi ça, c'est ce moment où on va lire le texte, on va dire ça me plaît. Est-ce que c'est pour moi? Moi, souvent, c'est là où je demande à mon entourage proche, des amis, éditeurs, traducteurs, vraiment très proches, je dirais un comité de lecture, mais totalement informel, mais vraiment informel. De lire en disant tiens, tu veux pas lire ça? J'aimerais bien savoir ce que tu en... Mais rien d'autre. Ou tiens, je te donne quelque chose. Enfin, mais j'aimerais bien savoir. Je sais pas ce qui se passe, mais ce livre, ce texte-là, vous voyez, je sais même pas le dire. Vous voyez, ça donne ça. On me dit oh, qu'est-ce que bon, ok, j'arrive. Et quand je fais ça, c'est là simplement que je veux vérifier quelque chose. Vous voyez, j'ai cette intuition, je le sens, mais je suis seule. Il faut bien qu'à un moment, j'ai un regard. Alors, d'où l'intérêt, et notamment quand je travaille avec ma fille, c'est génial, parce qu'en fait, elle a 22 ans. Donc, c'est une autre génération. C'est très important. Et puis, je vais prendre, j'ai un copain qui est éditeur, lui aussi, avec qui j'échange beaucoup, parce qu'on a fait des livres ensemble. Il est traducteur, il est écrit. Et tout. Et je lui dis, bon, il me faut un homme dans le regard d'un homme aussi. Vous voyez, en fait, je vais chercher des gens qui vont lire, mais qui savent ce que c'est. Faut pas que ça soit il faut que ça soit des lecteurs qui soient curieux, vous voyez, qui soient pas castrateurs, parce que sinon ça va pas le faire. Mais voilà, je cherche comme ça. Et puis après, quand ça revient vers moi, oui, ah ben celui-là, mais il faut que ça c'est pour toi. Non, ça c'est vraiment pas pour toi. Tu te vois là dans le catalogue. Le problème c'est que quand vous faites un catalogue, c'est comme si vous fabriquiez une maison, vous fabriquez une famille. Si vous regardez un certain nombre de livres, ils vont ensemble. Il y a quelque chose de commun et qui n'est pas dit, mais qui est là. Donc, il faut trouver voilà, cette appartenance-là, puisqu'en fait, moi, je fais un catalogue où tout se répond. Je n'ai pas des collections. Je ne vous ai pas fait une collection littérature étrangère, une collection poésie, une collection... je ne sais pas, de littérature, machin truc, de genre, je ne sais pas. Donc, moi, il faut que tout marche en chambre d'écho, sans être dans la répétition, mais plutôt dans une construction d'un discours sur le monde, avec une ouverture. Il y a la question de l'échange, de l'ouverture, quelque chose qui donne des clés pour comprendre, souvent quelque chose qui n'a pas été traité. Je regarde beaucoup aussi, parce que je lis beaucoup, je regarde ce que font les autres, et justement, je ne vais pas là où ils sont. Moi, j'essaye d'être en complémentarité. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais vous savez, ça devient une sorte de réflexe. Hein. Je ne réfléchis pas comme ça tout le temps. J'essaye de vous le décortiquer, là, le process, parce qu'en fait, je pense pas. Heureusement que je ne fais pas ça, sinon je ne publierai plus rien, ça prend du temps. Donc, ça va très, très vite. Et après, surtout, c'est très important, c'est de se voir, de se rencontrer, de se parler. Parce que, comme je vous le disais, on va passer du temps ensemble, de savoir si on peut travailler ensemble sur le texte, si on peut aller plus loin, si on est prêt, enfin, une petite maison d'édition, on est très, très, on est à contribution, puisque voilà, voilà, c'est tout ça. Alors en fait,
en fait, je passe mon temps à dire non. Mais des fois, je dis oui. Et c'est des aventures extraordinaires. Mais un éditeur, c'est ça. C'est un éditeur dit non. Et quelquefois, il vaut mieux dire non. Alors souvent, je dis pourquoi. C'est une réponse très simple. Non, parce que ce n'est pas un texte que je sais défendre, dans le sens où je ne saurais pas le faire. Alors, c'est pas que je ne sais pas l'éditer, je sais pas. Non, il y a même des textes que j'adore lire. Mais vraiment, ils pourraient être dans ma bibliothèque. Je les achète après. Mais ce n'est pas moi qui pouvais les défendre auprès des libraires. C'est lié au fait de la maison d'édition qui est très repérée pour une chose. Au tout début, quand j'ai créé la maison d'édition, et vraiment Galahad, je me souviens avoir rencontré Christian Bourgois, Olivier Cohen. J'ai échangé beaucoup aussi avec Maurice Hollander, donc des éditeurs Cours de la Bouteille, et d'autres aussi à l'étranger, chez Fischer, chez Au Serpenstel. Vous voyez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour d'éditeurs que j'admirais ou dont j'admirais le travail ou que je connaissais parce qu'ils avaient une vie à la fois intellectuelle et d'éditeur, etc. Et finalement, il y en a un qui m'a dit, ils m'ont dit plusieurs choses. La première chose, et je m'y suis tenue, ne confonds jamais ta bibliothèque personnelle et ton catalogue. Première chose. La deuxième chose, c'est ne cours pas après 1000 choses à la fois. Construis ta ligne. Alors, ça paraît, il y a des gens qui disent il n'y a pas de ligne éditoriale, blablabla. Moi, j'en sais rien. Ma ligne, c'est ce que je sais faire, tout simplement. On va le dire beaucoup plus simplement. Et je me souviens quand j'avais publié L'intraitable beauté du monde, adresse à Barack Obama, un texte de Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant. C'était un manifeste, puisque j'ai publié plusieurs manifestes qui me semblaient nécessaires à certains moments de la vie politique et géopolitique. Et quand j'ai publié ce texte, c'était un court texte que j'avais mis sous embargo parce que les journalistes le voulaient tout de suite. Et c'était un tout petit texte, mais je savais qu'il était fort. Et j'ai eu raison de le mettre comme ça parce qu'en fait, on est en un mois, s'est retrouvé numéro 1 de l'Express. Donc, vous voyez, on est parti à 10 000 exemplaires d'un coup. Qu'est-ce qui se passe ? Là, tout de suite, on m'a demandé de le mettre dans les supermarchés, etc. J'avais dit à Édouard Glissant, je veux bien vous mettre entre les fruits et les légumes, ça me pose aucun problème, mais il faut le faire de façon raisonnable, parce que sinon, on va aller n'importe où. Mais donc, il faut rester au bon endroit et il faut... Et à ce moment-là, Olivier Cohen m'a appelé et il m'a dit Emmanuelle, vous voyez, quand vous suivez votre ligne, vous gagnez. Continuez. Quand vous recevez ce message-là, c'est extraordinaire. D'abord, c'est un immense cadeau. Et depuis, j'ai toujours fait ça. Alors, des fois, je fais des écarts. Mais les écarts ne sont que liés à ma relation au monde. Quelquefois, je trouve que franchement, je publie des choses terribles quelquefois. Et des fois, j'ai envie de dire, mais je vais leur faire plaisir. Je vais faire un cadeau au lecteur. Un cadeau heureux. Alors, par exemple, là, je me suis fait... Voilà, je viens de publier un tout petit texte. C'est un texte qui a déjà été publié. Alors, vous le voyez là ? Oui, ça marche ? Là, c'est bon. Magique. Parfait. Voilà, l'expérience, ça y est. Voilà, ça s'appelle donc Omar Khayyam, un poète persan du XIIe siècle de notre ère, dont on a publié un certain nombre de textes. Le texte n'est pas un inédit, mais ce livre-là est un inédit. Omar Khayyam était mathématicien. Il est XIIe siècle.
Il était donc musulman, mais un islam avant que les Turcs seldjoukides le rendent très dur, très, très raide, et donc il était ailleurs. Et on raconte que ce mathématicien, outre le fait qu'il a écrit, vous le connaissez sans le connaître, puisque Omar Khayyam, c'est celui qui a inventé les équations à une inconnue, deux inconnues. Vous vous rappelez les x, 2x plus, je sais pas, y, machin et tout. Cauchemar, Eh cauchemar. bien, ouais, et ben n'empêche que c'est lui qui a fait le premier traité sur les équations à inconnues, parce que en persan, il disait pas deux x, il disait deux choses plus, vous voyez, deux inconnus. Et deux choses en persan, c'est shay, mais sauf que quand c'est passé par l'islam et toute la philosophie arabe en Espagne, c'est devenu de l'espagnol, et shay, ça fait un x. Et du coup, voilà, c'est lui, mais il est autre chose aussi. Il a écrit des quatrains que j'appelle des quatrains à odeur de vin et de rose. Avant le Carpe Diem, le Memento Mori, il a écrit les Rubaiyat, et c'est une variation en français de ces Rubaiyat. Souvent, les traductions qu'on trouve sont des traductions très orientalisantes, parce que le persan est extrêmement alambiqué, avec assez précieux. Et souvent, les traductions qui ont été reprises sont des traductions très 19e-istes et orientalisantes. Et moi, j'avais envie de vous offrir des quatrains à odeur de vin et de rose, où on vous dit l'amour de la vie, le plaisir de boire un verre en terrasse, mais écrit par un poète du XIIe siècle de notre ère. Et voilà, voilà un exemple où je fais quelque chose et ça a du sens, puisque en fait c'est un auteur musulman, et comme après je vais parler de l'islam dans une autre publication où je vais un peu m'énerver sur plein de choses, eh bien c'est important de, vous voyez, je travaille en construisant quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre. Voilà. Parfait. Laurence? Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour répondre à toutes nos questions. Et en vous écoutant, vous parliez de ligne éditoriale. Je me demandais si tous les destins écorchés étaient attirés par, justement par votre maison d'édition, parce que dans tout ce que vous expliquez, ce sont des vies qui sont un peu hors normes, si l'on peut dire, enfin qui ne rentrent pas dans le cadre. Et ensuite, une fois le livre sorti, quelles sont vos relations avec les auteurs quelque temps après la publication, pas au moment du succès, mais après? Est-ce que vous gardez contact avec eux, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent pour vous? Alors, je vous remercie de cette question. D'abord, ce ne sont pas que des destins écorchés, ce sont des histoires ordinaires. Mais malheureusement, la vie est extrêmement difficile, et selon qu'on est dans un pays ou un autre, finalement, dans une région ou une autre, une période ou une autre, malheureusement, l'espèce humaine n'est pas particulièrement humaniste. Et du coup, là-dedans, il y a beaucoup dans les questions que je me pose, moi, de l'identité, de la mémoire, de la filiation, du lien, enfin, de la question de l'intime dans des conditions extrêmes, et comment finalement on se fait rattraper par plein de choses, et comment on vit. Donc, ce sont des destins de gens comme vous et moi, mais qui tout d'un coup se retrouvent dans des situations et qui traversent une crise qui n'est pas forcément qui n'ont pas imaginé pouvoir traverser ou autre. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est pas un choix
il m'est arrivé de publier des choses heureuses. Hein. C'est aussi, c'est pas tout le temps terrible. Alors des fois, il y a une sorte, je sais pas pourquoi, il y en a plusieurs comme ça, et je me dis mais c'est pas possible. Même moi, je dis mais c'est pas vrai. J'ai un peu besoin de légèreté. Donc voilà, les choses un peu s'invente au fur et à mesure, mais en ce moment, le monde ne va pas très, très bien, en fait. Et je pense que c'est lié aussi à ça. Voilà. Alors après, la question des auteurs, eh bien, comme c'est une rencontre, nous restons liés. Et là aussi, ce sont des humains qui travaillent ensemble, qui essaient de traverser la vie le mieux possible. Alors, il y a de très belles histoires et comme je vous disais, comme dans la vraie vie, il y a de moins bonnes histoires. Il n'y a pas de règles. Il y a des grandes amitiés qui se nouent, des rencontres qui semblaient improbables et finalement où le lien devient plus fort, d'autres ils se distendent. C'est très compliqué de publier un livre et du point de vue de l'auteur et du point de vue de l'éditeur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour l'éditeur, et je vais passer de l'autre côté après, pour l'éditeur, c'est une vraie responsabilité, un vrai enjeu, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, on devient en effet obsessionnel et monomaniaque, on y va ensemble et on donne tout. Et à la fois on prend des risques, quelquefois des risques complètement fous, mais on y va. Et du coup, ça prend beaucoup d'énergie et on est humain, donc des fois c'est compliqué, alors ça va, ça vient. Puisque nous avons parlé d'Amal, avec Amal, on s'adore, mais des fois on s'engueule. C'est normal, hein, ça s'appelle la vie. Mais globalement, là, on va passer 3 semaines ensemble sur les routes de France. On s'en sort. On s'en sort même très bien. Mais d'un point de vue de l'auteur, ce qui est compliqué, c'est que l'auteur, il a écrit, il a passé du temps pour ça, il a beaucoup espéré et c'est vrai aussi du point de vue de l'éditeur. On espère et quand ça ne marche pas, tout le monde est déçu. C'est vraiment des deux côtés. Mais l'auteur, là, il faut... c'est intéressant, c'est qu'on a les auteurs plus ou moins confirmés. Souvent, c'est difficile pour un auteur d'accepter que le texte, on ne l'a pas tellement vu. Et c'est une question de nature, je dirais, de soi, entre soi et soi. Certains encaissent, du coup, c'est de la faute. De toute façon, ça sera toujours la faute de l'éditeur, de l'attaché de presse. Enfin, dans ces cas-là, j'en prends plein la gueule. Et souvent, ce que je réponds, je dis, écoute, finalement, mon métier, c'est de décevoir. Voilà. Mais ça m'arrive de gagner. Merci. Et d'offrir le meilleur. Parce qu'au bout du compte, quand on gagne, c'est l'auteur qui gagne, plus que l'éditeur. Ouais. L'éditeur, vous voyez, parce qu'on est au service d'eux. Donc, ça démultiplie. Bien sûr. Hein, voilà. Mais je crois qu'il faut être... Et je le comprends bien. Je vais vous donner une anecdote, mais moi, je peux d'autant plus le dire je crois que le confinement a été terrible. Ces 3 confinements mal gérés au début, enfin cet enfermement du mois de mars, avril, puis cette réouverture en click and collect pour les libraires, enfin c'était tout et n'importe quoi. Et au milieu de tout ça, les livres sortaient. Alors les premiers, ceux de mars, début mars, on pouvait pas faire. Ils étaient déjà on pouvait pas les retirer. Vous voyez, il y a un temps derrière, il y a
ces machines qu'il y a et tout ce rétro-planning, c'est tous les gens qui travaillent sur la chaîne du livre qui font que si aujourd'hui on dit qu'on confine dans une semaine, ben, on ne peut plus rien arrêter. On ne peut pas arrêter ce qui se passe dans le mois qui vient. C'est impossible. Donc, il y a eu déjà ça. Après, il y a eu ce click and collect, puis beaucoup de livres qui sont sortis entre avril et juillet, alors que les gens n'avaient juste qu'une envie, c'était de boire des coups en terrasse, de partir là où ils pouvaient, voilà, et peut-être pas forcément de lire et d'acheter des livres. Après, il y a eu la rentrée, où là, on a pourtant dit que et les éditeurs l'ont dit, moi j'ai fait partie de ceux qui l'ont dit avec la tribune des éditeurs indépendants, de dire on va faire moins de livres. Je le fais moi-même. Mais on n'a pas été beaucoup, on est un peu des couillons, nous. on le fait, mais les autres, ils ne l'ont pas fait. Hein. Et il y a eu énormément de livres. Vous avez vu la différence entre 2020 et 2021 en roman à la rentrée. Un livre. C'est énorme. Pourtant, moi, j'en ai fait moins, donc, et tout le monde en a. Mais non, ils ont mis beaucoup de livres. Et puis, il y a eu encore un confinement, et celui-là, il a semblé peut-être un peu moins dur, mais il était très dur parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs en octobre. Cela, c'était terminé parce qu'en plus, il y avait les prix. Comme les prix ont été décalés, pour cela, c'était pas possible. Et du coup, après, en janvier, vous avez beaucoup des grosses maisons ont mis des livres qui pouvaient, mais vous savez, cacher tout le reste, avec un côté fait scandale, blablabla, etc. On en a régulièrement en janvier. Donc, après, ceux-là, ils ont été rétamés. Janvier, février, tout était rétamé. Vous vous rendez compte, octobre, novembre, voilà, octobre, novembre, décembre, c'est Noël, mais c'est autre chose. Donc, les libraires, eux, s'en sont sortis avec Noël parce que, eh bien, le seul cadeau culturel qu'on pouvait faire, c'était un livre. Tout simplement. Et après janvier, février, bon, voilà, mars, avril, ils ont mis encore plus de livres. Les libraires, je suis régulièrement en librairie, ils décaissent des livres tous les jours. Ils n'ont pas le temps de les lire. Ils n'ont même des fois pas le temps de les sortir des cartons. En mai, en juin, pareil, ça va jusqu'au 15 juillet. C'est pour ça que moi, je n'ai pas publié de livre. Là, j'ai fait un petit livre, et je l'ai mis fin mai. Vous savez, je l'avais mis début mai. Il y avait tellement de livres qui sortaient. Je dis, oh non, c'est pas possible. Je t'ai décalé un peu. Là, j'ai reçu des mots de libraires qui l'ont reçu. Je leur ai dit, c'est juste un cadeau. Voilà, c'est juste un cadeau. Juste, respirez là. Respirez. C'est pas loin à lire. Ça va vous aider justement à respirer. C'est plus possible. Mais les auteurs, ben, pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas rien vu. Et moi, je peux le dire d'autant plus que moi, j'ai écrit pendant l'année dernière, c'est un éditeur qui m'a demandé un roman, je n'avais pas prévu ça. Oui. En fait, je me suis super amusée, j'ai adoré ça. Et quand il devait sortir début octobre, quand on a été finaliste, non, d'abord, quand on a été dans la liste du Goncourt, je suis allée voir mon éditeur et j'ai fait « Oh, mec, ça ne va pas le faire, là !» Parce que c'était OK pour sortir en octobre un roman, parce que moi, je ne mettais pas de livre de roman dans la rentrée, en octobre. Et je l'ai bien montré. Vous savez ce que j'ai mis en octobre, moi? J'ai mis Le Tour du monde en 80 saveurs. Donc, un texte qui n'était pas un roman, qui était un livre de voyage, de recettes, voilà, mais autre chose, puisque moi-même, on me demandait d'être au service d'un roman. Sauf que mon éditeur a dit « Ah ben non, puisqu'on parle de toi, avec les éditions Emmanuel Colas, on va le laisser là. » Je fais « Ben alors, tu sais, je suis auteur et éditeur, mais comme j'ai un sens de la reddition de compte, je vais te le dire tout de suite, je servirai mon auteur. » Donc, je n'ai pas servi, je ne me suis même pas servi moi-même. J'ai laissé faire. En plus, c'était le moment du confinement. Et c'est maintenant, c'est drôle, parce que moi, j'ai laissé faire. Il m'a dit, mais tu fais pas. Je dis non, je sers à mal.
Et c'est normal. En plus, c'est le moment. Je vais pas, enfin, on peut pas. Je sais Amal le prénom, hein, et non pas en deux mots. Hein. Amal, oui. Je l'appelle Amal, je prends son nom arabe, son nom de naissance. Je sers Amal, les impatientes, et puis voilà. Et puis après, maintenant, il y a plein d'auteurs qui me disent, ben là, souvent on en parle, je fais, oh ben écoutez, oui, je sais, c'est compliqué, ben voilà. Quelquefois, il y a des éditeurs qui font moins attention aux auteurs que d'autres. Je le sais aussi. Donc, c'est aussi, vous voyez, c'est ça, c'est une alchimie très particulière que cette chaîne du livre, ce marché du livre. Il y a énormément de livres qui sont produits. Manifestement, il y a des éditeurs qui travaillent, il y a une question économique derrière qui est liée à la trésorerie. Et donc, il y a beaucoup de cavalerie là-dedans. Et du coup, ça place les livres à des endroits ou à des autres. Et puis après, il y a des auteurs. Et là, je pense qu'on a perdu beaucoup de livres. Et moi, ce que je dis aux auteurs, je leur dis ce que moi je pense réellement, c'est pas grave. Un livre trouve sa place. La preuve, regardez, vous êtes là, la première chose que vous m'avez demandé, c'est quelle est la pépite qui est passée à côté. J'en ai pris une là de janvier, j'aurais pu prendre celle de mars. Vous voyez, il y en a régulièrement des pépites puisque tous les livres que je publie me semblent nécessaires. Et il n'y en a pas souvent qui trouvent vraiment leur envol. Donc, mais il faut travailler aussi sur le temps. C'est un peu ce qu'on a oublié dans notre monde, c'est que tout se construit dans le temps. Et pour le coup, c'est l'historienne de l'Antiquité qui vous le dit là. C'est du temps. Et il faut tenir. Alors, un livre, un auteur qui n'est pas content, je lui dis, écoute, tu n'es pas content. Je lui dis en général, tu n'es pas content et tu dis que c'est de ma faute, que c'est la faute de l'attaché de presse, ok. Mais si ça avait marché, tu dirais exactement le contraire. Nous, on a fait le même travail. Mais à un moment, ça marche, et à un moment, ça ne marche pas. Et ça, c'est la vie. Je n'ai pas d'autre réponse. Donc après, voilà. Nous sommes des humains. D'où le fait que ces rencontres existent, c'était justement pour mettre l'éditeur à sa place, lui donner la même place que l'auteur, parce qu'il le mérite et il fait un travail à chaque fois formidable dessus, encore plus quand on est éditeur indépendant ou éditeur d'une petite structure. Donc ce discours, je l'aime énormément, Emmanuel, et c'est bien pour ça que votre discours, il est nécessaire. On va faire une petite photo en attendant la suite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Notamment sur cette double casquette éditrice-autrice et sur les futures parutions qui nous mettent l'eau à la bouche, en tout cas quand vous nous en avez parlé. C'était merveilleux. Allez, on y va, 3, 2, 1 pour la photo. C'est bon, parfait. Une seule prise a suffi. Justement, sur cette double casquette éditrice-autrice, vous avez donc publié ce roman sous couverture chez Anne Carrière, qui fait état aussi de votre passé, ou en tout cas de votre expérience. Vous distillez forcément un petit peu de vous. Comment s'est passée justement cette transition en tant qu'éditrice et en tant qu'autrice? Comment vous avez réussi à switcher en réalité et à passer de l'autre côté du miroir? Alors, comme je vous le disais, ce n'était pas prévu. C'est là aussi une rencontre. À un moment donné, il se passe quelque chose. C'était début octobre 2019. J'étais très en colère, vraiment très en colère. Et j'avais plus envie de parler. Et ce jour-là, j'avais à présenter les livres de janvier, donc début octobre, je présentais les livres de janvier et février et j'allais donc présenter devant les représentants, les commerciaux, présenter les livres de janvier et février. Et évidemment, il y a des éditeurs qui sont présents, d'autres éditeurs qui font la même chose. Alors, pourquoi j'étais très en colère? C'était
deux jours après, 2-3 jours après, non, oui c'est ça, 2 jours après, que Trump ait discuté avec Erdogan et lui ait donné son accord pour aller taper sur les Kurdes du Rojava, donc en Syrie, dans le nord de la Syrie. Et il se trouve que moi, je suis l'éditrice de Selahattin Demirtas, qui est un Kurde de Turquie, et que, en effet, dans ma vie antérieure d'archéologue et d'historienne de l'Antiquité, j'ai été amenée à beaucoup arpenter la Turquie, d'ouest en est, du nord au sud, et aussi la Syrie. Et donc, j'ai des liens forts avec ces régions-là. Vous savez, des régions où moi, je pouvais dire, je rentre à la maison quand j'y allais. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, mais le jour où je pourrai, je rentrerai à la maison. Un attachement particulier à la terre, au paysage, à des gens, quelque chose de, là aussi, qui est du domaine de l'irrationnel. Et donc, j'étais... il y a eu ce coup de téléphone, et le lundi soir, je me souviens, c'était le lundi soir, les premières bombes tombaient sur le Rojava. Et moi, je n'ai pas... là, c'était juste de trop. Je peux pas, voilà, de trop. Donc, le lendemain, je vais pour présenter, et je tombe sur... les représentants me disent, bon, Emmanuel, toi qui connais tellement la Turquie et la Syrie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et c'est vrai que là, ils m'ont fait sortir de mes gonds. Je dis, mais ça fait plus de 10 ans que je publie des auteurs de ces régions, entre autres, et souvent j'ai eu des conversations avec vous, vous avez compris comment, voilà, je vous ai dit des choses. Aujourd'hui, écoutez les journaux, j'en ai rien à faire. Moi, là, je peux plus, j'en ai juste ras la gueule. Je peux pas vous dire plus. Laissez-moi parler des livres de janvier et février. Et je me suis mise à parler d'un texte des 700 aveugles de Bafia, tiens, une pépite de Mutlon, qui parlait, je ne l'ai pas fait exprès, mais qui parlait d'une crise sanitaire en Afrique en 1929, un texte merveilleux, qui lui aussi a fait les frais du confinement. Et je suis reçue, donc j'ai fait les choses. Et après, je suis repartie, mais j'allais pas bien. Vous savez, quand vous en avez tellement ras la gueule, que vous tenez pas sur vos deux pattes, que vous parlez, mais vous êtes pas bien. Et donc, j'étais juste, pour le coup, un bon soldat qui dit ce qu'il a à dire, et juste, je pars. Et à ce moment-là, je suis rattrapée par Jean-Baptiste Gendarme, qui est auteur et éditeur. Il a une belle collection aux éditions Anne Carrière, et il est auteur chez Gallimard. Et il me rappelle, Emmanuel, je peux te dire un mot? Et je lui dis, et moi, comme je n'étais pas dans mon jour, je lui fais, écoute, ça fait 3 ans qu'on se voit, on ne se parle pas tellement, c'est vraiment pas le moment. Et je continue mon chemin. Et lui continue à côté de moi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait, non, allez, viens prendre un café, viens, on se pose, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, toi aussi, allez, viens. J'ai dit, non, de toute façon, je me sens pas bien ici, et moi il faut que je sorte, il faut que je marche. Ben, je vais marcher avec toi. Ok, on marche. Mais c'était très étrange. Et en fait, à un moment, il me parle, puis je lui dis, mais au fait, tu fais quoi là? T'es plus l'éditeur? T'es qui? Il me dit... je lui dis, t'es pas l'auteur, je te connais pas tellement. Il me dit, bon, disons que je suis l'éditeur ou l'agent. Et là, on a commencé à échanger. Je lui dis, écoute, il me dit, est-ce que tu veux pas écrire, parce qu'on avait échangé sur plein de choses. Je lui dis, non, là, je veux rien faire. J'ai fait un enfant, vous savez, qui n'en peut plus, qui a juste envie d'aller se coucher. Et puis, en fait, il m'a rappelé. Il m'a dit, j'ai vu que tu écrivais des textes dans Apulé avec Hubert Haddad, la revue de Hubert Haddad. Tu as écrit plusieurs textes. Il y a un texte qui
qui m'a plu. Tu ne voudrais pas écrire le roman qui a quelque chose à voir avec ce texte? Ok. Ah oui, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais pas maintenant, j'ai autre chose à faire là, etc. Et 2 jours après, on s'est vus, on a échangé. Et le deal qu'on a fait, c'est comme on était 2 éditeurs, je lui ai dit, écoute, ok, je m'y mets dès demain. On va travailler ensemble et le 10 août, j'aurai fini mon texte. Ok. Ne me demande pas pourquoi cette date, mais c'est ma date. D'ici là, au fur et à mesure, je te rendrai les choses, on échangera. Tu es l'éditeur et je suis l'auteur. Ok. Tu as plusieurs casquettes, moi aussi, tout va bien. Et on est d'accord, si à un moment tu sens que ça ne le fait pas, tu me le dis et on s'arrête. On ne perd pas notre temps. Et elle dit ok, d'accord, c'était quand même un truc improbable. Ça ne se fait pas comme ça normalement, mais voilà. Et en fait, on s'est retrouvés confinés. C'était pas mal finalement parce que le matin, j'éditais Les Impatientes et l'après-midi et la nuit, j'écrivais sous couverture. Et voilà comment ça s'est fait. Incroyable et je me suis aventure. beaucoup amusée. Et j'adore. En plus, il m'a donné envie d'écrire. Et ça, c'est quand même cool. Donc, c'est un déclic. C'est clairement un Ah déclic pour oui, peut-être c'est une lui. prochaine. Hein. C'est lui. C'était drôle parce que il a... Vous savez, quand vous êtes dans votre truc, et lui, c'était... Mais on était... on se connaissait comme ça, mais on se parlait peu. Et en fait, il a fait ce que moi je fais avec des auteurs. Mais ça, c'est... Vous voyez, tout d'un coup, je me suis pris le L'arroseur contre-miroir. arrosé. Et ça, c'est génial. C'est une super aventure. J'ai adoré ça. Voilà. C'est une belle rencontre. Et pourtant, je vous assure, le début, c'en est drôle. Mais voilà. Et donc, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai rendu mon texte, en effet, enfin, j'avais rendu au fur et à mesure, en fait. Donc, la fin, le 10 août. Voilà. Okay. Il n'y avait pas de symbolisme particulier avec ce 10 août, hein. C'était simplement Il y avait une raison. Il y avait une raison tout à fait personnelle et dont je parlerai sans doute un jour. Il y avait une raison très précise et il fallait la respecter. Voilà, c'est tout. Et je ne pouvais pas lui dire, mais c'était le 10 août. Et c'était vraiment entre moi et moi. Ça pouvait être que le 10 août. Et c'était comme ça. Et il a accepté parce que de toute façon, il n'était plus à ça après. Hein. Puis ça faisait partie du deal. Comme quoi, des fois, on négocie des avances, etc. Moi, j'avais négocié le 10 août. Ok. Alors, on va parler de cette fameuse rentrée dont vous m'avez donné l'eau à la bouche il y a quelques jours. Vous avez fait une présentation cet après-midi, donc tout est frais, justement. Frais, là, pour le coup. Et on a hâte de découvrir ces 2 textes que vous nous proposerez à la rentrée. Alors, ce sont 2 textes qui, pour plein de raisons, s'inscrivent complètement dans ce que je fais. À la fois l'Afrique, les migrants, la guerre, qui sont très cohérents avec, on parlait de sous-couverture, avec le Proche-Orient, avec tout ce que moi j'ai ressenti dans tout ce que je vous ai dit. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fait après les impatientes? Eh bien, voilà ce qu'on fait. On fait alors un premier roman publié en France d'un auteur qui s'appelle Khalil Diallo. Il est originaire de Mauritanie, il vit à Dakar. Et c'est une jeune plume connue en Afrique, comme l'était Amal en Afrique, mais qui n'a jamais été publiée en Occident, ni nulle part ailleurs que sur le continent africain. Il a été finaliste du prix Orange, il a reçu le prix Ahmed Baba à la rentrée littéraire du Mali et il est finaliste du prix Kourouma à Genève. Son texte s'appelle L'Odyssée des oubliés. C'est évidemment quelque chose qui a à voir avec le périple des migrants
entre l'Afrique et la Méditerranée, où les rêves, quelquefois, leurs rêves se fracassent. Et, et la question qui se pose, c'est comment on traverse ce désert qui va de l'Afrique équatoriale jusqu'au Maghreb et avant de traverser la Méditerranée. Et qu'est-ce qui fait, comment on fait ça quand on décide de quitter coûte que coûte son pays, sa famille, sa vie, et de quitter l'Afrique et de rejoindre l'Europe. Et c'est porté par des personnages assez étonnants, extrêmement différents. Il y a un jeune Africain qui vivait dans un village aux confins du Sénégal et de la Guinée-Bissau et qui part après que son village a été massacré et qui rêve de liberté et de Paris. Il y a Idi, lui qui a choisi juste de survivre. Il y a Alain qui est lui un écrivain très connu, engagé politiquement et qui a fui son pays parce qu'il risquait la prison et qui rêve de se réinventer en continuant d'écrire, en rejoignant l'Europe. Et enfin, il y a Maggie, une jeune femme orpheline, qui s'est révoltée contre les traditions de patriarcat et le mariage forcé, le voile, et est partie à défendre les femmes, la cause féminine et rêve évidemment d'Europe. Et tous ces personnages, on va les suivre dans cette odyssée qui est terrible et qui nous donne, qui est terrible parce qu'elle nous donne un portrait, mais sans concession, sans cliché, de l'Afrique. Une Afrique qu'on ne connaît pas, comme on ne connaissait pas ce dont parlait Amal. Finalement, très peu de gens connaissaient l'histoire de ces femmes au Sahel, enfermées dans ces murs et mariées comme ça de force, etc. Et à la fois, c'est un texte dans lequel on découvre le miracle de l'amitié, de la solidarité, des relations père-fils qui se réinventent. Et donc, c'est un texte d'exil et d'espoir. Voilà. C'est Khalil Diallo, l'Odyssée des oubliés. Et donc, c'est vraiment un tout jeune écrivain. Il a la trentaine, même pas. Et après, j'ai donc l'autre texte, alors là, c'est lui, je suis totalement obsédée par lui, parce qu'en fait, il y a une raison à ça. Hein. C'est parce que j'étais donc dans Sous couverture. Ce texte Sous couverture, si vous le lisez, vous verrez, il se passe beaucoup au Proche-Orient, dans quelque chose lié à ce qui nous concerne, puisque c'est contre la lutte contre Daesh, et on a tendance à oublier que Daesh et les attentats, etc., et malheureusement, tout ce que je vous disais à propos de Trump et autres a eu une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, Daesh s'est complètement réinventé. Il n'a pas la force de faire tout ce qu'il faisait, mais ça va finir par pas tarder au Proche-Orient. Et de la même façon, ils sont passés au Sahel et ils font la même chose. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et donc, moi, j'étais là-dedans, dans Sous couverture. J'étais pleine de tout ça, je réfléchissais beaucoup sur ça. Et à ce moment-là, arrive un manuscrit. Donc, et quand un manuscrit que je ne trouve pas parce que je n'allais pas au bureau à ce moment-là avec tout ce qui se passait, et je reçois après un mail me demande d'un auteur qui me dit vous avez reçu mon manuscrit, voilà, je vais l'envoyer. Et je vois le nom de l'auteur, Anouar Ben Malek,
Et là, je me dis, mais mince, je l'ai lu tellement de fois, j'ai eu tellement envie de le publier. J'aurais tellement voulu publier ces livres. Et là, il m'envoie un manuscrit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je me précipite pour trouver mon courrier et je trouve un gros manuscrit dans lequel je m'embarque parce que c'était quand même, vous savez, c'est Anouar Ben Malek qui est un auteur français d'origine algérienne et qui pourrait avoir toutes les nationalités possibles parce qu'il a beaucoup bougé. Et c'est ça que moi j'aime dans cette France-là, c'est cette France du tout monde, c'est celle d'Édouard Glissant. Et donc, et il a publié une quinzaine de livres. Et moi, j'en ai lu 7-8. Donc, vous voyez, et j'étais, alors beaucoup passent, au début c'était sur l'Algérie, puis après c'est sur plein d'autres choses, et c'est vraiment quelqu'un qui a un univers romanesque et un talent extraordinaire. Donc j'étais un peu impressionnée, je lis le texte, je lis le manuscrit, je suis assez bluffée par le texte, et là, je me pose 1000 questions. Il a fallu que je rencontre l'auteur pour lui demander pourquoi il avait tapé à ma porte. Parce que quand même, donc on se rencontre, il m'explique, enfin, c'est une vraie rencontre entre un auteur et un éditeur. Alors un auteur qui à un moment a décidé que c'était tellement compliqué l'édition qu'il s'est mis en retrait en fait. Moi, je ne le savais pas. Et donc voilà, alors je vais vous parler de l'amour au temps des scélérats, ou malgré les scélérats, on peut dire. L'amour au temps des scélérats, évidemment, c'est le titre rend hommage à un autre livre, L'amour au temps du choléra. C'est avant tout une histoire d'amour, des histoires d'amour qui se passent dans un endroit outragé de la planète, comme il y en a eu à plein d'époques, on en parlait tout à l'heure, à plein de périodes et à plusieurs époques. Ici, le lieu choisi, c'est la Syrie contemporaine et l'Irak aussi, et le texte commence. Je ne vous raconterai pas l'histoire, elle est éminemment romanesque, il y a plein de personnages extraordinaires, et il faut rentrer là-dedans, parce qu'une fois qu'on est dedans, on ne lâche plus pour savoir où on va dans ce tunnel et qu'est-ce qui se passe, et c'est un très très beau texte. En fait, ça commence par on se trouve à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Un personnage qui se dit français débarque dans le camp de Daesh et se dit djihadiste. Ok, on se retrouve dans un camp de Daesh. Et le personnage dit s'appeler Tammuz. Et les mecs en question, ils ne sont pas très malins, mais ils se disent que Tammuz, ce n'est pas tellement un nom de djihadiste. Alors, ils l'interrogent, tout ça, mais bon, ils ne veulent pas le laisser partir, ils ne savent pas, peut-être que c'était un espion, etc. Et l'histoire commence comme ça. En fait, qui est Tammuz? Eh bien, Tammuz, il est très étrange et je vous laisse le découvrir. Il est un peu le diable, mais il n'est pas le diable. Il est aimé des chats et il va rencontrer un certain nombre. Il est un peu l'arabe errant et il va rencontrer un certain nombre de personnages extraordinaires qui, chacun ont leur histoire. Et tout ce qui lie tous ces personnages, c'est dans un monde terrible, hein, le monde de Daesh et de la Syrie contemporaine, quand on pense à tous les génocides en cours, etc., et tous les problèmes, vous êtes là-dedans, mais ce qui fait que l'on tient, c'est l'amour. C'est l'art, puisqu'il y a une jeune fille qui rêve de chanter. Elle veut devenir une diva comme Asman, Kalsoum ou Férouz. Et se pose aussi la question de la foi, puisque nous sommes dans la région où toutes les religions monothéistes sont présentes et dans une région très ancrée dans un passé long, mais dont on a oublié ce passé. C'est éminemment romanesque, c'est très fort. Et quand on parle de choses souvent terribles, il y a beaucoup d'humour ou de cynisme, et donc on s'amuse bien aussi.
Voilà, ça c'est L'amour au temps des scélérats de Anouar Ben Malek. Et c'est un personnage qui vit en France et quand on l'écoute, on a toujours envie de lui poser plein de questions parce qu'il a eu plein d'histoires. Enfin, il est mathématicien, mais c'est un très, très grand écrivain, avant tout, je pense. Je crois qu'il a un peu oublié d'être mathématicien, ou alors il est les deux ensemble. C'est Omar Khayyam, ça doit être ça. Voilà. Et ça, je suis très heureuse de publier ce texte parce que c'est aussi montrer que dans cette maison, cette nouvelle maison, vous l'avez dit, elle est assez récente. On fait des premiers romans, on fait aussi des premiers romans d'auteurs des premiers romans publiés en France, c'est-à-dire que je fais découvrir, j'essaie d'assumer totalement l'idée qu'on doit se faire de la francophonie. Et on est aussi capable de publier des auteurs confirmés, un peu comme l'était déjà Hakan Günday, qui était un auteur j'avais publié le 8e livre, puis le 5e, puis le 6e, puis le 7e, enfin voilà, mais j'ai pas, c'était déjà, mais là on est au-delà, c'est clair. Donc ça fait plaisir. C'est aussi un challenge. J'aime bien cette idée. Donc voilà ma rencontre. Et alors ça sort fin août, début septembre? Alors, le premier, Khalil Diallo, L'Odyssée des oubliés, c'est le 20 août. Et Anouar Ben Malek, L'amour au temps des scélérats, c'est le 27 août. Parfait, parfait. Alors, c'est 200 pages et l'autre, il est plus gros. Hein. Je vous le montre. Il est là. Sacré pavé, en effet. Oui, et vous avez les chats de Damas et un peu, dans cette couverture, il y a un peu de Naguim Mahfouz, un peu quelque chose comme ça, qui nous renvoie à ce qu'était cette région bien avant le désastre. Et à la fois, c'est très universel parce que ça parle vraiment, ça pourrait se passer ailleurs. Avec vous voyez les personnages, on a choisi ça, mais ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être en Pologne, dans les années 40, ça pourrait être en Afrique, avec le génocide des Herero, vous voyez, c'est ça, ce côté universel qui m'intéresse. Et de belles histoires, des rencontres. J'avais une dernière question, Emmanuelle. En tant qu'historienne, vous traitez les faits, rien que les faits. Pour le coup, quand vous découvrez quelque chose dans un roman, dans un manuscrit, quelque chose d'historique, est-ce que vous allez sur place? Est-ce que vous faites une immense documentation pour vous assurer de la véracité de certaines choses? Ou au contraire, vous faites totalement confiance en votre écrivain? Quand je travaille avec un écrivain, c'est vraiment on fait une sorte de pacte. Je lui fais confiance, il me fait confiance, mais comme dans un pacte, on peut voir la confiance, c'est aussi dire hey, vous êtes sûr que là, c'est ça? Moi, j'ai pas l'impression. J'y connais rien, mais je le sens pas ce truc. On peut pas vérifier. Et de l'autre côté, là, vous êtes allé là, et vous savez, vous avez remarqué que ça a du sens avec telle chose. Et chacun arrive, vous voyez, avec ce qu'il est, son monde à lui. Et c'est un échange, c'est une discussion. De la même façon, je l'ai vu, alors, là, en effet, à un moment, on parle de Sumer, de la Mésopotamie. J'ai échangé avec lui, il se trouve que je connais bien. Ça tenait la route, son affaire. C'était bien. Et par ailleurs, c'était même très bien. Mais par ailleurs, sur une autre chose, je lui disais, non, quand même, là, vous êtes sûr qu'il faut aller là? Non. Et là, vous voyez si l'auteur, il est au bon endroit aussi. Je lui dis, vous êtes sûr? Réfléchissez. Puis après, il revient vers vous, puis il fait, bon, je vous préviens, j'ai supprimé tout ce chapitre-là jusque-là. Il fait, oh, bah, c'est top, c'est ce qu'il fallait faire. Vous voyez, c'est aussi un jeu comme ça.
ça s'appelle l'intelligence humaine. Donc, malheureusement, elle n'est pas toujours bien répartie. Mais en tout cas, on essaye d'échanger comme ça. Et je me souviens avec Amal, mais elle vous l'avait raconté, puisque Amal, quand elle écrit en français pensant Peul, des fois, je lui disais, Amal, ça veut dire quoi ton truc là? C'est du français, mais j'y comprends rien moi. Donc c'est pas, je sais pas. Elle me dit mais si. Je dis attends, nous on dit pas comme ça. Et en fait, on arrivait avec des expressions qui, on prend pas les mêmes expressions puisque les langues se mélangent. C'est pareil avec le kurde, avec d'autres. Donc on arrivait à des trucs pas possibles. Et moi je disais ah mais non, alors là c'est pas possible. Et elle m'engueulait. Et je disais, ben moi aussi, je vais t'engueuler parce que là, c'est pas possible. On publie pas, non, c'est pas possible. Et donc, il y a des discussions, mais ça, c'est normal. Ça c'est du débat et on échange. Et donc, oui, ça arrive. Hein. Moi, je me souviens, alors ça dépend des... En France, les gens ont tendance à bien vérifier les choses. Mais vous savez, quand moi, je suis un éditeur au départ de littérature étrangère et... il y a certains pays, ils n'éditent pas, donc les textes, ils sont imprimés directement, ils ne sont pas relus. Voilà. Et je me souviens, alors ça, c'était trop fort, c'était pour Irving Yalom, c'était le problème Spinoza. Aux États-Unis, ils avaient voulu le publier le plus vite possible. Il n'avait pas tout à fait fini, il n'avait pas fini toutes les vérifications, justement. Et donc, moi, j'ai la traduction, je la lis, je commence à travailler et je me souviens, j'appelle Irv et je lui dis « Attendez là, cette citation, mais elle est complètement bidon !» Il y a un grand silence et je me dis « Il va me voler dans les plumes !» Mais j'étais embêtée, mais je me suis dit « Je le sors comme ça, au moins... » Et là, il me fait oh, merci. Et du coup, c'est notre édition qui a aidé la deuxième édition américaine. Parce que quand même, là, c'est nous qui avons vérifié. Donc, moi, je préfère parce que, oui, mais c'est le fait d'être historienne, vous avez raison. Le fait sont des faits, sont des sources. Après, rien n'empêche de basculer dans la fiction. Il ne faut pas être dans l'inadéquation. Il faut être à la juste place. Et moi, c'est ce que je dis aux auteurs quand ils sont sur quelque chose d'historique ou je l'ai vu avec Marie Bardet, par exemple, qui là travaille sur la matière historique et fait de la fiction, mais elle a besoin de tout un background historique. Et quelquefois, je lui disais, tu as travaillé à partir de quoi? Tu me racontes, mais c'est plus comme ça, on échange, on apprend l'une de l'autre. Et ça, c'est intéressant. J'ai eu la même expérience pour moi dans Sous-couverture, puisque dans Sous-couverture, il y a des faits, il y a une chronologie historique imparable. Et en fait, la fiction a lieu mais il y a une sorte de ligne historique, elle repose sur des sources, je dirais des sources autant que possible, puisqu'on est dans le domaine de la guerre et d'une guerre contemporaine dont on ne sait pas finalement si elles sont toujours vraies, puisqu'il peut arriver qu'il y ait des événements qui soient tenus sous le sceau du secret ou simplement des médias qui racontent une chose qui n'en est pas une autre. Mais vous voyez, ça, oui, c'est tout le temps, je fais toujours attention, mais ils le savent. Enfin, voilà, quand on va voir, il y a des éditeurs qui ne sont pas historiens. Aucun d'ailleurs, aucun ne l'est d'ailleurs. C'est très rare. Dans la littérature contemporaine, je sais pas. Finalement, on a tous, dans l'édition, c'est très particulier. Il y a quelques formations depuis quelques années, enfin, disons 30 ans, il y a des formations dans l'édition, mais pas des formations d'éditeurs. C'est des formations, des fonctions, je dirais, des fonctions support. Mais l'éditeur en lui-même, alors avant c'était des gens, alors c'est un peu, ça a changé l'édition parce que dans les éditeurs, vous avez des éditeurs, on n'est pas beaucoup, on est de moins en moins à être des dinosaures en fait.
parce que moi, je me considère comme un dinosaure, dans le sens où, oui, je suis historienne, je lis le latin, le grec, d'autres langues, et j'ai une entreprise que j'ai menée depuis des années, mais j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de management, tout ça c'est des mots barbares pour moi, mais je sais faire. J'ai appris sur le tas plein de choses. Et on n'est pas tellement nombreux, mais il y a des gens qui, je le vois dans les éditeurs que je connais, dans les éditeurs indépendants, vous en avez quand même quelques-uns comme ça. Philosophes, vous avez eu David Meulemans, des Forges de Vulcain, il est philosophe, lui. Oui. Hein? Oui. Et voilà, ben c'est quand même quelque chose qui le tient. Vous voyez, d'ailleurs, il travaille à sa façon dans son rapport au monde. Vous voyez, il y a Benoît Viraud, pareil, il s'est construit d'une certaine façon. Voilà. Il y en a. Je parlais de Maurice Hollander pour changer de génération. Maurice Hollander, il est historien de l'Antiquité, chercheur et directeur de collection. Vous voyez, il y en a encore, mais il n'y en a pas tellement parce que en fait, ce monde est devenu beaucoup plus économique. C'est un marché qui change. L'édition a changé. Elle a changé beaucoup entre le temps où moi j'ai perdu Galade et le moment où j'ai repris. Elle a changé très vite. Et aussi, le marché du livre lui-même a changé. Parce qu'il y a un exemple. On a dit qu'il y avait beaucoup plus de livres, il y a eu beaucoup de livres vendus, mais on a dit pourquoi au moment de Noël. Mais en fait, on n'a pas gagné des lecteurs. Ce sont les mêmes. Donc, on a perdu des lecteurs depuis longtemps, avant et puis maintenant. Et là, pendant ce confinement, on aurait pu penser qu'on gagnerait des lecteurs. On n'a pas gagné de lecteurs. Aucun. C'est les gens qui lisent, comme vous, comme moi, qui ont voulu encore plus. Et comme ils ne pouvaient pas aller au cinéma, au théâtre, je ne sais où, eh ben, ils ont encore acheté plus de livres. Mais c'est les mêmes. Hein. C'est pas quand on regarde les chiffres, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc le monde a changé et du coup ça devient très très compliqué en fait de faire de l'édition. C'est très très compliqué et faut être un peu dingue ou alors je pense passionné tout simplement. Ouais, ça doit être un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, quel discours, quelle rencontre, Emmanuel. Non, moi, je suis ravie. C'est vous qui m'avez fait découvrir finalement Instagram. Hein. Je vous l'ai dit. Je dis, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs pareils. Un jour, on m'a parlé de vous. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Ça marche comme ça? Puis, on m'a dit, mais tu sais, Amal, ça serait bien. Ah bon? Mais je ne connaissais pas. Moi, c'était des photos. Puis après, je ne savais pas. Je m'en servais, j'avais juste un compte parce que ma fille m'avait dit, c'est bien qu'on est OK. Bon, je ne savais pas faire. Puis mes auteurs m'ont appris parce qu'il y en a certains qui savent faire. Et puis tout d'un coup, je vous ai découvert. J'ai trouvé ça super ce que vous avez fait. Et alors surtout, je vous l'ai dit l'autre jour, ça a eu une conséquence incroyable parce que je vois des noms là qui passent quand vous vous êtes connectés. Et il y en a, je sais qui vous êtes parce que vous êtes venu parler des impatientes et tout ça, mais pas au fur et à mesure. Donc, moi qui aime le temps long, vous avez réussi à faire du temps long. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je vous remercie. Parce que du temps long dans l'édition, chapeau. Alors là, vraiment, chapeau. Et ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, une pépite oubliée, etc., c'est magique. Donc, merci à vous. Moi, je fais
Oui, je suis passionnée et je défends mes auteurs et je défends une idée de la littérature, mais nous avons la même, je crois. Et ça, c'est important. On se sent moins seul. Nous avons la même, Emmanuel, et ça me touche Ouais. beaucoup ce que vous dites. Merci. Merci. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le replay de Jaili Amadou Amal est en tête des vues, puisque clairement, c'était une rencontre fabuleuse. Et c'est vrai qu'on était frustrés de ne vous avoir qu'au début, que 15 petites minutes. Et je comprends maintenant, je me bénis de vous avoir réinvité cette fois parce que on a pris, en tout cas pour ma part, j'ai pris une claque par ce discours-là. Donc, merci. En tout cas, merci à vous, Merci, merci Emmanuel. à vous tous, à vous toutes. Vraiment, merci pour votre temps, merci pour votre enthousiasme, vos questions. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, vraiment. Et ça donne envie de continuer. Et donc, tenons ensemble, vraiment. Merci. Merci, merci Emmanuel. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Au revoir Emmanuel, merci infiniment.